Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous tous, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de la rencontre avec Vincent Beaumont. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, je vous recommande vivement de le faire évidemment. Ce sera probablement plus clair pour vous. Pour les personnes qui nous écoutent, il y a probablement 2 semaines qui se sont écoulées, mais là pour nous ça fait 5-10 minutes. Ouais, j'ai pas changé mon dress code sur les 5-10 minutes qui viennent de s'écouler. Moi non plus. Écoute, je te propose de reprendre la discussion autour de l'invité après mon super jingle, Ouais, évidemment. Alors, c'est bien beau la discussion autour de l'invité, parce que du coup, on va parler de toi, mais est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas une petite bière? Ah oui, parce que la première est terminée et on va continuer à parler. Donc, écoute, on va ouvrir cette bière. Alors, je vais la montrer à la caméra et ça me permettra de dire aussi que légèrement décalé par rapport à la diffusion du podcast sur vos applications favorites. Ce sera normalement aussi sur YouTube parce que c'est filmé. Donc, je vais montrer à la caméra la bière. Alors, autant vous dire que elle ne va pas spécialement être bien présentée cette bière-ci parce que on est descendu dans ma cave. On a été choisir. Quelle cave? Une petite, truc tout simple. On est descendu de la cave, on se dit celle-là ça nous plairait bien et on l'a prise. Donc je n'ai absolument rien préparé sur cette bière. Donc c'est une bière de la brasserie Almanach Beer Co. Je ne connais pas en toute honnêteté. Apparemment c'est une farmhouse vieillie en barrique de chêne. Écoute, on va voir ce que ça donne et on va juger un petit peu. Est-ce qu'on peut juger? Est-ce qu'on peut se permettre de juger? On va au moins se permettre de la déguster. Attention, ça gâche. C'est très léger. Non, regarde. Je peux avoir ton verre? Pardon, excuse-moi. Vite. Ah, mais pas de dégâts. Voilà. Par contre, j'y étais franco. Oui, après c'est une saison, hein, c'est pas... On va avoir de la mousse. Là, je voulais faire pour le micro, mais j'ai plus de mousse que de bière. Allez, je m'en mets un petit peu plus délicatement. Oui. Alors, je redépose tout ça. La couleur, c'est bizarre, on dirait une blanche, hein, oui. On dirait une blanche, en tout cas il y a un trouble qui est un peu plus visible dans ton verre parce que tu as eu le fond de bouteille. Mais, tu veux un petit peu Non, ça va aller, moi ça me gêne pas, qu'il y ait un trouble ou pas, je vais pas dire que ça ne m'affecte pas, mais voilà, ça va pas altérer mon jugement sur la dégustation. Alors le nez c'est un peu spécial parce qu'on a, je retrouve le côté un peu funky justement, le côté un peu comment dire, fermier ouais c'est ça, des saisons. Et avec ça je sens le bois en fait, j'ai l'impression vraiment de sentir le côté boisé. Alors, moi, le bois, je l'ai moins. Le côté céréales, je l'ai. Le côté saison, épices, je l'ai. Ce côté très écurie, étable, ça, je l'ai bien aussi. Ouais. Après, c'est une question de sensibilité. On a déjà discuté en off. Moi, personnellement, pardon, je t'interromps, le côté céréales, un peu moins. Mais épices, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça... Le côté levure. Ouais, c'est ça. Écoute, on goûte. Santé, hein. Santé à vous. Alors, malgré le barricage, elle est encore très pétillante. Ouais. Comme une saison.
un peu acide. Ouais, l'acidité, je trouve que. Et c'est acidité un peu Fruité, citronnée. Ouais. fruité, ouais. Et les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Mais c'est-à-dire que le côté écurie, foin, étable, alors foin un peu, mais étable, rustique, fermier, on l'a moins en bouche. Et c'est vraiment cette acidité très fruitée qu'on a. C'est vraiment étrange, hein, parce que là, le nez et la bouche sont vraiment différents. Ouais, c'est vraiment ça. Mais ça fait partie après du travail de barricage, de toute façon. Mais alors l'acidité, c'est bizarre parce que c'est pas une gueuse. Hein, c'est alors de nouveau, je réutilise les mêmes termes, mais c'est un peu plus accessible qu'une gueuse. Mais ça fait fort saliver quand même, je trouve. Ouais. Moi, j'ai de la salive qui revient en bouche. Par contre, c'est très fruité en bouche. Oui. C'est étonnant. Alors, on précise, fruité veut pas dire sucré, hein, c'est juste une impression de fruits en fait. Voilà, il y a aucun sucre. En tout cas, moi, je perçois aucun sucre dans cette bière-là. C'est juste, on va dire, pour compléter, c'est acidulé même plus qu'acide. Oui. Vraiment, et donc c'est ce côté assez, sur le citron, mais la pomme, mais même pas granit, la pomme juste acidulée comme il faut, peut-être un peu le coin, mais un peu moins, et ça reste très agréable. Et on est sur une saison, du coup, le style. Est-ce que tu veux un petit peu je remue, tu peux remuer. Ouais. Puis après, alors je sais plus, on avait regardé le degré d'alcool là-dessus. Non, j'ai pas encore regardé. Écoute, je vais verser un petit coup. Hop. Voilà, je vais en prendre un petit peu. Voilà, et alors le degré d'alcool, avec mes bons yeux. Oh là 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 là. Ah, 5,4. Donc c'est relativement léger. Et le boisé, il est perceptible, mais il n'est pas dominant. Et je trouve qu'il part vite. Ouais. Quand il est dans le verre, il s'envole vite. Et pareil, il y a du corps, malgré les 5 degrés. Voilà, il y a quelque chose d'assez consistant dans cette bière-là. Donc je ne sais pas s'il y a une précision sur des céréales rajoutées. Écoute, je vais te laisser regarder parce que autant dire que en plus c'est écrit gris sur gris. On voit pas spécialement la. De toute façon, il n'y a pas la liste des ingrédients. Donc je la vois pas. C'est juste marqué qu'il faut faire attention de ne pas avoir trop d'alcool sur la bouteille. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mais là, donc on n'a peut-être pas vu sur la vidéo, mais funky, refreshing, complexe, et c'est exactement ça. C'est-à-dire funky, ce nez très fermier, très rustique au nez. Et puis après, refreshing, ce côté acidulé, fruité. Et la complexité qui est amenée par le barricage, mais qui n'est pas dominant, et qui est juste bien là où il faut. Et donc, on n'est pas sur forcément... Du coup, on parlait des bières de terroir dans l'épisode précédent. Mais là, on pourrait être sur une bière de type terroir, c'est-à-dire une bière fermière. Pareil, ça reste un produit finalement simple, malgré qu'il y ait un barricage et un affinage, et donc du coup un savoir-faire par le brasseur, mais une bière qui reste très accessible à la dégustation, en tout cas. Ouais, moi je trouve ça agréable. Il faut reconnaître que j'aime bien le côté acide, donc c'est vrai que moi ça me plaît. Vincent, je ne sais plus si j'ai mis mon petit jingle, mais c'est pas très grave, on va passer cette fois-ci. Donc on revient dans la discussion autour de l'invité. Dans le dernier épisode, nous avions joué avec des notions de beer pairing. En parlant justement de beer pairing, je crois savoir que tu écris des articles dans un magazine, Bière et Mets, magazine de Madame... Elisabeth Pierre, toute jeune débutante, toute débutante, d'une trentaine d'années dans le monde de la bière artisanale. On s'est rencontrés sur un festival il y a bientôt 3 ans maintenant. Moi je l'ai rencontrée même on a co-animé ensemble, donc c'était elle justement qui chapeautait l'atelier, mais on a co-animé ensemble un atelier de beer pairing. Okay. Donc c'était une belle première expérience pour moi, c'était une opportunité qui était top, et depuis on a gardé le contact, on s'entend plutôt bien, et donc du coup elle m'a laissé la place pour environ un article par numéro.
C'est des bières aimées, c'est un magazine trimestriel. Donc là, j'ai fait un article sur le numéro d'automne, sur le numéro d'hiver. Sur le numéro de printemps, j'ai pas la place, mais c'était prévu comme ça, etc. Mais du coup, pour le numéro d'été, l'article, il est même déjà rédigé. Et elle me laisse également la place sur son webzine, pour d'autres formes d'expression, pour revenir sur juste des accords, ou pour elle me donne une place, et donc c'est plutôt cool. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et pourquoi pas, en fait, moi ça m'amuse de parler de la bière et de vulgariser le produit, de le rendre simple et accessible, en fait, quoi. Ouais. Voilà. C'est comme ça que j'écris mes articles. Et je suppose que c'est super de pouvoir évoluer auprès de quelqu'un comme ça. En plus, elle a créé aussi une école, si je ne me trompe pas. Alors, elle a l'école Bierissima, donc c'est quelqu'un qui donne des formations, notamment pour les professionnels, métiers de bouche, cavistes, mais également les brasseurs qui cherchent des moyens de mettre des mots sur de la dégustation, ou pour du pairing, ou pour des faux goûts, etc. Elle a créé également le cercle Bierissima, alors j'ai plus le nom exact en tête, qui est un cercle dédié justement à la place des femmes dans la bière. Oui. On va pas rentrer dans ces polémiques-là, mais il y a des collectifs justement de femmes, donc des brasseuses, qui revendiquent le fait d'être femmes et dans ce métier-là, et qu'elles ont toute leur place à égalité avec un monde qui est plutôt masculin et plutôt discriminant, en tout cas. Voilà, c'est ce que moi je ressens de ces personnes-là. Oui. Et donc voilà, ce sont des gens qui se battent pour mettre la femme à l'égal de l'homme. Le combat ne devrait pas être, mais c'est bien que ce combat existe, quoi. Juste pour la petite anecdote, je suis en train de lire un livre, Maltriarcat, je sais pas. Oui, j'ai vu passer la publication. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai oublié. Alors, je sais que son nom sur Instagram, c'est Sourlover, si je ne me trompe pas. J'ai oublié son prénom et son nom, mais quand j'aurai fini le livre, je ne manquerai pas d'en parler, de donner mon ressenti, mais c'est impressionnant. Vincent, toi qui représente différents aspects du métier, comme on a pu l'entendre dans l'épisode précédent, donc je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas écouté, Vincent a un magasin où il vend de la bière, une cave à bière en somme. Il anime également des ateliers histologiques et il fait aussi de la consultance auprès de professionnels CHR ou Orica. Enfin, vous devez savoir ce que c'est. Donc je vais quand même le rappeler, café, hôtel, restaurant. Donc pour toi, est-ce que tu vois un changement de mentalité des gens que tu croises par rapport à l'envie d'apprendre, de s'informer sur le domaine brassicole, ou alors en fait les gens ils viennent juste acheter une bière ou acheter un conseil ou... Il y a une évolution là-dessus. D'ailleurs, il y a une statistique qui est tombée hier ou il y a 2 jours. En fait, il y a hier ou il y a 2 jours, plus 15 jours, par rapport au podcast, je dis ça. Oui. Comme quoi, en tout cas en France, la bière a détrôné le vin en termes de consommation. Donc, j'ai pas la donnée si c'est en termes d'hectolitres, de chiffre d'affaires, j'ai pas la donnée, mais dans ce classement-là, qui je pense est réalisé tous les ans, la bière détrône le vin sur 51% contre 49% pour le vin. Okay. Donc ça veut dire que la bière devient un produit de plus en plus consommé en France, qui prend pas forcément la place du vin, c'est pas des produits qui s'opposent, mais en tout cas qui est de plus en plus consommé, et donc forcément il y a un public qui va avoir une attente de moi ce que je vois dans mon magasin, c'est on veut des bières locales, et c'est ce qu'ils viennent chercher chez moi. Ils veulent des bières, alors on a parlé des bières de terroir, mais surtout des bières qui sont produites à proximité. On veut des bières du Nord à ramener quelque part. Voilà, c'est une des demandes que j'ai de plus en plus, en fait. D'accord. Ça a toujours été l'objectif du magasin, mais de plus en plus, ces mots-là reviennent de la bouche des clients. Mais je suppose quand même, je vais parler de la consultance. Alors je ne sais pas si c'est ce que tu fais le plus dans ton activité, mais je suppose quand même que les personnes qui sont déjà dans les métiers de bouche s'intéressent beaucoup plus, enfin en tout cas, s'intéressent plus au côté goût, forcément, parce que c'est leur métier, que directement des personnes qui viennent dans le magasin. Disons que sur l'île, on a quand même un écosystème qui est très riche sur la bière.
avec des entités autres que la mienne, voilà, avec des entités qui créent de l'événementiel, justement par exemple le Bière à Lille, qui est un festival qui regroupe une centaine de brasseries voilà, sur l'île. Il y a également un petit clin d'œil à Adrien du Beer Pot Festival, qui à moindre échelle, mais qui regroupe quand même une quarantaine de brasseries sur Arras, avec une orientation beaucoup plus locale, même s'il y a des brasseries en guest qui viennent sur le week-end. Et donc en fait les gens, en tout cas les professionnels des métiers de bouche, je pense que pour l'instant ils vont plutôt vers ces gens-là que vers les cavistes, sauf s'ils ont une demande très spécifique. Oui. Mais on reste sur un domaine d'activité où tout le monde se connaît et on s'envoie les infos les uns et les autres. Ça veut dire qu'on n'est pas en concurrence, on n'est pas en opposition, en tout cas pour l'instant. Il y a de la place et donc on sait conseiller ou on sait dire allez voir tel ou voilà, pour avoir cette info-là, pour avoir ce style de bière-là, etc. quoi. Mais je ne sais pas du tout, je ne connais absolument pas le domaine du vin, mais je pense que enfin, c'est ce que je ressens ici dans les brasseries, alors à petite échelle, à micro-brasserie. Il y a de l'entraide entre les gens. Il y a, enfin, si quelqu'un manque de quelque chose, il peut volontiers se retourner vers eux. Donc, je pense que pour l'instant, comme tu le dis, il y a de l'entraide encore dans le milieu brassicole. Mais pour répondre, en fait, pour l'instant, j'ai jamais eu le cas de un restaurateur vient me voir pour me demander conseil en tant que caviste. Par contre, je suis en train de travailler avec une brasserie voilà, pour monter un événement chez eux. D'accord. Ils ont besoin de mes compétences de zytologue et de mon expertise pour créer un petit repas, un petit bière aimée en 3, enfin voilà, apéro, le plat, dessert, de manière très simple, chez eux en fait, quoi. Ok. Et donc, il commence à y avoir ce genre de demandes qui arrivent et également des demandes des futurs professionnels, notamment brassicoles, mais également dans l'hôtellerie. Et donc, voilà, là, il y a des offres de formation à monter. C'est un travail de fond, il n'y a rien d'officiel, mais il y a un travail de fond qui est fait là-dessus. Ok, super. Alors, je me demande si je ne vais pas m'éloigner un tout petit peu du micro pour crier mon « alors », parce que j'ai mis plein des hauts dans ma question avec « alors ». Donc, « alors ». On rentre dans le vif du sujet. J'ai déjà pu l'évoquer précédemment à l'occasion d'autres podcasts, mais ici, j'aimerais avoir ton avis de... Alors, pardon, je vais mettre des gros guillemets, ceux qui me voient à la vidéo voient que je le fais. Ton avis de français sur la question, pour écouter d'autres podcasts et lire certains articles, j'ai parfois l'impression que la bière belge, pour les beer geeks, ou en tout cas les gens qui sont vraiment intéressés dans le domaine brassicole, donc les beer geeks français, c'est, comme j'aime le formuler, le pied à l'étrier vers de la vraie bonne bière craft, la bière française. Toi qui vends les deux, je pense, dans ton magasin, comment est-ce que tu vois la chose? Comment dire, j'ai vraiment cette impression, j'ai déjà eu ce débat sur le podcast, mais ici j'en profite que tu es français, alors je sais pas si tu as la réponse à la question, mais j'aimerais avoir ton avis. Est-ce qu'il y a des... comment dire, j'ai toujours l'impression que historiquement on est un pays de la bière, la Belgique, et qu'on ne, pour les yeux des Français qui s'y intéressent, on n'a pas de créativité, on n'a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Tu as entièrement raison de penser. Je pense que la plupart des gens, c'est-à-dire qui sont pas beer geeks en tout cas, mais même les beer geeks, on pourrait les inclure là-dedans, ils voient la bière belge comme étant les grands standards trappistes, etc. Et je suis désolé pour le dire, mais pour citer la plus connue, en tout cas la plus ancienne et même la mère des trappistes, une Westmalle triple reste une très bonne bière. Oui. Non, enfin voilà, c'est pas parce que c'est une Westmalle triple, parce que c'est une triple à la belge, houblonnée et très classique, que ça devient une mauvaise bière et qu'il faut oublier ces produits-là, parce que c'est grâce aussi à ces produits-là qu'il y a eu peut-être de l'innovation, de la créativité derrière. Oui. Et donc moi, mon job, c'est de dire, je mets quelques références classiques en avant dans le magasin pour que certaines personnes ne soient pas perdues non plus.
Donc la Westmalle triple, j'en ai. Chimay bleu, même la Chimay verte. Enfin voilà, pour donner des repères visuels un peu aux gens qui n'y connaissent absolument rien. Et après, on peut travailler, on peut dire Westmalle triple, j'en ai plus, mais je peux vous proposer ça. Ah bah oui, je vais goûter, etc. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est vous cherchez une IPA. Et ben moi, après, mon boulot, c'est d'aller chercher les brasseries un peu plus anecdotiques, celles qui sont moins connues, en tout cas dans le paysage, dans l'esprit des gens. Je pense par exemple une brasserie que j'aime beaucoup, The Mousquetaire, qui sont du côté d'Anvers, je crois. Honnêtement, je me rappelle plus. Voilà, je crois qu'ils sont de ce côté-là, qui travaillent des bières houblonnées, qui les travaillent très bien. C'est des produits pareils, simples, et moi je vois pas pourquoi même un beer geek se priverait de ces références-là, parce que c'est une bouteille et pas une canne. On va pas rentrer dans le débat bouteille versus canne, mais voilà, je caricature un peu le beer geek, mais le beer geek, c'est la canne et rien d'autre, et la canne sortie de brasserie au bout d'une semaine, elle est périmée. Mais je veux pas rentrer dans ce débat-là. Et donc moi, mon boulot, c'est de convaincre les gens que en Belgique, oui, il y a des classiques, et oui, il y a une histoire brassicole, voilà, qui a amené à ça, mais il y a plein de brasseries qui sont nées dans les 10, 15, 20 dernières années. Je vais prendre la plus ancienne que je connais qui est dans cette thématique-là, qui est la brasserie de la Seine. Oui. Et c'est une des premières brasseries qui a travaillé les IPA. Et je crois que c'est une brasserie qui est née au début des années 2000, il me semble, 2002, dans ces eaux, je crois, dans ces eaux-là, quoi. Donc, donc moi, mon boulot, c'est ça, c'est d'amener ça. En fait, moi, ce que je ressens toujours, et je me trompe, j'espère me tromper, ce qu'il y a, c'est que pour la Belgique, on a tellement une histoire brassicole que pour certains, on ne sait pas avoir de la créativité et de la nouveauté. Ouais. Et à l'inverse, la France, alors évidemment, j'exclus un peu ta région parce que vous êtes quand même une région brassicole aussi et vous avez aussi une histoire brassicole, mais je vais dire pour l'entièreté en règle générale de la France, vous n'avez pas spécialement, enfin, ou en tout cas, comment dire, dans un c'est con ce que je vais dire, un passé récent. Vous n'avez pas cette histoire brassicole, mais par contre, vous avez la créativité. Ah oui. C'est quand tu prends des brasseries comme Brasseur-Cueilleur en Vendée, qui vont chercher qui font une saison au cep barriqué, qui est juste exceptionnelle. Je veux dire, après la conception, l'écriture de la recette, il faut quand même avoir le brainstorming suffisant pour dire on va créer ça, quoi. Ouais. Et avoir le savoir-faire derrière pour que ça soit bon à la fin. Oui. Donc et je pense que les régions, au sud de Paris, sont beaucoup plus libres d'esprit pour la créativité que ça. Je suis assez d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en Belgique, il y a un manque de créativité, parce que des brasseries belges, ils s'en créent tout le temps. Ah mais moi, j'en suis persuadé, mais c'est pour l'entendre. C'est pour ça me fait plaisir d'en parler avec toi. C'est vrai que ça soit en Nord-Pas-de-Calais, ou même des fois, je peux être jury sur des concours, et même en Belgique, comme j'ai pu le faire à Hâte l'année dernière, sur des présélections. C'est vrai que, notamment sur la catégorie triple que j'ai pu juger, c'est des triples à l'ancienne, quoi. Oui. Mais après, c'est toujours pareil, les concours se présentent ceux qui ont les moyens de déposer un échantillon, parce que c'est payant de déposer un échantillon pour être jugé sur un concours. Et c'est vrai que quand on a 20 triples et que les 5 premières, c'est des trucs à l'ancienne, assez lourds, assez ronds, on se dit c'est pas forcément un bon moment. Enfin, je veux dire, il y a un côté qui est trop tradit, il n'y a pas d'innovation. Ça surprend pas. Mais c'est marrant parce que ça va à mon avis vraiment. Enfin, la prochaine question va vraiment s'entremêler avec ce dont on est en train de parler. Donc pour les auditeurs fidèles, je sais qu'ils ont déjà entendu cette question, mais j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que pour toi les styles de bière, ou en tout cas la classification des bières en style, est importante? Parce que là, en l'occurrence, tu vois, on parle des triples, mais voilà, une triple historique ou une... C'est ça, en fait. Alors, c'est important pour moi, en tant que professionnel, pour pouvoir classer et arranger, faire l'arrangement de ma boutique. Et savoir de quoi on parle aussi. Par contre, pour le consommateur, je pense que peut-être qu'il y a un moment, il peut s'y perdre. Parce que ça soit une Pils, une LS, une Kölsch ou une Crème Ale,
en termes de dégustation, on est quasiment sur les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire, c'est compliqué si on avait un verre devant soi à déguster à l'aveugle, de dire c'est une Kölsch ou c'est une Helles ou c'est une Pils. La barrière est trop. Et les gens veulent pas ce surplus d'informations. En tout cas, ils sont pas prêts tout de suite. Ouais. Et donc, il faut leur dire, voilà, il existe des styles. C'est Kölsch, c'est parce qu'on utilise des levures de fermentation haute, qu'on travaille à froid, ça va clarifier la bière. Mais je pense que la plupart des gens, ils veulent juste savoir si c'est doux, si c'est amer, si c'est léger, si c'est plus fort, etc. Et donc, dans les triples, c'est pareil. Mes triples, elles sont classées triple maltais, triple houblonné et amer. Ouais. Donc je fais 3 grandes catégories et après forcément par bière il y a des spécificités ou des houblons particuliers ou voilà il y a des choses à expliquer et donc c'est comme ça que les gens font leur choix dans ma boutique. Mais je pense que c'est intelligent de marquer le nom du style sur l'étiquette pour habituer les gens à comme dans le vin, Syrah, Meursault, Sauvignon, Cabernet, etc. Voilà, ça permet de fixer peut-être des goûts sur des choses, mais on est, ce que je disais tout à l'heure, on est au début de quelque chose, quoi. On est vraiment en train seulement d'éduquer les gens aux produits bières. Donc faut pas aller trop vite et faut pas les perdre non plus. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne viennent pas apprendre, enfin ils ne viennent pas faire une formation en venant acheter une bière. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est ça. En parlant de style, est-ce que toi tu vois arriver des tendances au niveau des brasseurs et éventuellement des consommateurs, ceux qui recherchent ouais, pardon, je termine, c'est une bêtise que je vais dire, mais on ose espérer que les brasseurs voient ce que les consommateurs veulent boire aussi, parce que du coup, si on n'achète pas leur bière, ça ne sert à rien. Alors il y a 2 tendances, moi, que j'observe. Donc il y a cette fameuse tendance des bières de terroir, mais terroir dans le sens local des choses, une bière qui est produite près de chez soi, qu'on pourrait, en faisant une demi-heure de route, aller chercher directement à la brasserie, les gens, mais ça c'est un constat qui est généralisé aux fruits et légumes, à la viande, etc. On veut savoir d'où vient ce qu'il y a dans l'assiette ou ce qu'il y a dans le verre. Donc ça c'est une grande tendance. Les gens, moi j'ai l'impression qu'ils veulent revenir à ça, à des bières, ils veulent plus acheter des bières qui viennent de 500, 1000 km, 2000 km ou de l'autre bout du monde. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est pas une vérité, hein, c'est juste un constat empirique de ma part. Oui, je pense qu'il y a vraiment les deux, parce que autant il y a des personnes, comme tu dis, qui vont vers le local et recherchent ça, autant on peut acheter des bières américaines sur des sites internet. Bon. Okay. Et après, la deuxième tendance, c'est que alors les mondes de la consommation générale et de la consommation geek sont un peu liés sur ce que je vais dire maintenant. C'est qu'il y a eu des grandes tendances ces 5 dernières années, les IPA, les New England IPA, les sour, les fermentations mixtes, etc. Et je pense qu'il y a un moment, les gens ils veulent revenir à des choses simples. Oui. Et moi-même j'ai ce problème à la maison, c'est-à-dire que dans mon frigo j'ai que des trucs barriqués ou Imperial Stout ou des choses que je mets de côté, et puis c'est pas que c'est compliqué à boire, mais voilà, il y a des fois j'ai juste envie de boire une saison toute simple à 5 degrés parce que je rentre le samedi soir, et puis ou bien c'est avec madame, on se fait un petit barbecue et puis voilà, on boit un truc simple en fait, quoi, et on se prend pas la tête sur la dégustation, ça sent la pomme, ça sent la prune, ça sent, je pense aussi que c'est un peu le problème et des, alors pardon, c'est pas péjoratif, mais et des beer geeks ou alors des professionnels brassicoles, c'est qu'on va toujours aller rechercher la nouveauté, aller rechercher ce qui se fait, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, à un moment donné, on veut juste boire une bière. Il y a beaucoup de brasseurs qui rebrassent des pils. Oui. Par exemple. Et donc, il y avait des articles, la pils, c'est la nouvelle IPA. Donc ça plaît beaucoup, peut-être, au monde des geeks, mais je le connais pas assez, donc je suis pas là pour juger ça. Mais je pense qu'il y a une vérité derrière, c'est que si le brasseur brasse une pils, c'est qu'il y a une attente de la consommation générale derrière, quoi. Et une pils, c'est une bière à 5 degrés, assez équilibrée, qui peut être un peu plus amère selon les brasseries, mais en général c'est assez équilibré, ça se boit facilement, c'est une bière de soif, et puis on veut la baler, et puis c'est terminé, quoi. Et on ne va pas se prendre la tête sur quel goût ça a, et puis quel houblon, et voilà. Donc moi, c'est ce que j'observe en tout cas. Bière simple. Juste prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Pour te suivre sur tes réseaux sociaux depuis un certain temps déjà, enfin depuis le début je pense, hein, je vois que c'est un outil de travail comme un autre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut faire ça? On pourrait, alors c'est compliqué parce que je suis un magasin physique, donc c'est plutôt l'interaction en direct avec les gens qui m'intéressent et pas l'interaction digitale, même s'il peut y en avoir une. Après, j'admets que faire des publics Facebook et Insta, c'est quelque chose. Pour moi, je suis pas issu du milieu de la communication, donc c'est quelque chose. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut être visible, et puis il y a les nouveautés ou des articles, etc. Donc je le fais, on va dire de bon cœur, même si j'aime pas ça. Je pense que LinkedIn est un réseau social un peu plus important pour se faire connaître du milieu professionnel. Oui. Voilà. Et donc ça, moi, c'est un outil que je pense, dans les mois qui viennent, utiliser de plus en plus. D'accord. Même si je ne vais pas mettre de côté Facebook et Instagram, ça reste important, mais je ne pense pas que mes publications Facebook et Instagram, j'ai toujours des nouveaux abonnés tout le temps qui me suivent, etc. Mais je ne pense pas que ça m'apporte finalement quelque chose pour moi, pour mon entreprise. Même si après c'est le bouche à oreille, on peut imaginer plein de trucs, c'est jamais négatif. Mais voilà, pour moi, c'est ailleurs que ça se passe. Ok. Je rejette pas le savoir des anciens, si tu veux, quoi. Ouais. J'utilise des nouvelles technologies, ok, mais je suis dans ce. C'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Je rejette pas ce que les anciens ont pu apprendre à l'ancienne. Et pareil, je mets pas de côté les nouvelles technologies. Donc je suis dans cet entre-deux où il faut savoir juger et utiliser les deux façons de faire, quoi. C'est ça. Voilà. Bonne réponse. En tout cas, c'est la tienne. Il y a la voix qui part de plus en plus. Ouais. Les auditeurs. Bois un coup, fais tomber la poussière. Tu crois? Allez, un petit coup, santé. Santé. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est un tout petit peu. Tu vois, ça fluidifie un petit peu. Sur tes réseaux sociaux, justement, je vois passer la rubrique Vrac on Tap. Ouais. Tu perces des fûts que tu sais mettre en bouteille ou en growler Oui, c'est ça. Donc, des bouteilles de 75, bouchon mécanique. Et c'est moi qui vais dire 75. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'en fait, moi, justement, dans le côté économie locale que je mets beaucoup en avant dans le magasin. Je m'excuse, je t'interromps dans ta réponse, mais j'avais pas terminé la question. En fait, est-ce que ça fait justement partie d'une écologie beaucoup plus globale? Pour moi, oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a disparu, qui commence seulement à revenir en France, mais la consigne ou les vidanges, c'est quelque chose d'historique, en tout cas en Belgique. Donc toutes les bières belges que moi j'achète et qui sont consignées, je les mets avec la consigne à la vente et j'informe les gens, vous pouvez me ramener, et puis il y a autant par bouteille, etc. Sur les bières régionales, il y a des projets qui se montent où, sur la bière qu'on a bu tout à l'heure, c'est un label ramène ta bouteille. Ça veut dire que les gens ramènent la bouteille. Par contre, il n'y a pas d'échange financier. Okay. C'est juste qu'après, le nettoyage est mutualisé et une fois que l'entreprise a nettoyé les bouteilles, en fait, le verre est revendu à prix d'occasion au brasseur. Ah oui. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, quoi. Okay. Donc, et après, il y a des brasseurs qui mettent quand même 20 centimes par col. Et donc, moi, en fait, dans mon éthique de travail, je me dis, autant aussi mettre en valeur ces trucs-là, autant réutiliser ce qu'on peut réutiliser. Et donc, le vrac me permet de mettre de la consigne sur des bières qui sont normalement pas consignées. Okay, oui. Et donc j'achète des fûts de 20 ou 30 litres et après je les conditionne en bouteille ou en growler, et donc une fois que la bouteille est conditionnée, il y a une contre-pression, pareil on va pas rentrer dans la technique, mais pour l'instant on a fait des essais à 2 mois, 3 mois, ça tient la route sans problème, quoi. D'accord, ok. Donc la bouteille est conditionnée, tant qu'elle est gardée au frais, elle garde sa pétillance, sa fraîcheur, et donc il n'y a aucun problème. Et donc une fois que le fût est terminé, on change de référence. Okay. Et vu que c'est sur une tireuse, on alterne entre des bières légères, des bières fortes, des bières traditionnelles, des bières un peu plus atypiques, et la tireuse permet de faire goûter quand le fût il est en perce. Ouais, ça c'est bien évidemment. Donc ça on l'utilise. Donc pareil, je reprends l'exemple de la Pils. C'est rare qu'on fasse goûter une Pils, on peut le faire, à la demande du client, il n'y a aucun problème. Par contre, sur des styles, par exemple, on a converti beaucoup de gens à la Duchesse de Bourgogne. Ah oui, d'accord. En faisant goûter.
Oui. Parce que l'explication de la bière plaisait pas. Et des fois, en fait, moi j'aime bien forcer des fois un peu. Et donc, voilà, vous voulez faire une expérience. Et puis hop, clac, un mini galopin, goûtez ça. Et en fait, voilà, donc je laisse goûter, j'explique. Et puis bah ouais, en fait, et donc j'ai converti des gens à la Duchesse de Bourgogne. Et là, tu as la référence en bouteille dans. Donc après, j'ai la référence en bouteille. Parce que après, la Duchesse, je suis allé la chercher en fût. Parce que c'est une bière qui est très atypique, en tout cas à Lille. Même si c'est un style historique en Belgique, même à Lille, c'est très peu connu, les vieilles brunes, quoi. Enfin, c'est des trucs, les rouges brunes des Flandres, même les gueuses, voilà, c'est quelque chose de très très peu connu. J'ai qu'un mini public, mini clientèle qui vient chercher ces produits-là. Et donc le fait de mettre, même si la Duchesse, elle est consignée en bouteille, là on a acheté le fût et on a fait goûter. Et là, ça permet vraiment de faire goûter et de faire découvrir quelque chose à ces gens qui ne soupçonnent même pas que la bière peut avoir ce goût-là. Ouais. Et quand tu perces comme ça un fût, vous avez allez, je vais dire, ça dépend comment ça part, tu vas me dire, mais vous avez une référence par mois, une référence... Ça dépend, ça peut être plus calme, ça va également dépendre. Une IPA, par exemple, peut partir très vite, forcément, parce que c'est un style qui est plutôt apprécié. Pareil, une saison, ça peut partir très vite. Quand on arrive sur des bières plus fortes en alcool, ça part plus doucement. Ce qui est important dans la gestion de ça, c'est quel est le fût qu'on utilise, fût inox, fût plastique, kikeg, d'olium, etc. Et donc, on sait très bien qu'un fût inox, une fois qu'il est percé, voilà, dans la semaine, on doit le vider. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on le vide dans des bouteilles. Après, les bouteilles, par contre, elles sont clean et elles sont regardées au frais, etc. Ah oui. Quoi. Donc, c'est ça. Pas de déchets. Non, pas de déchets. Donc, ça, on le gère comme ça. Et on sait que des fûts plastiques, et notamment les kikeg, qui sont des poches, ça peut tenir 3 semaines, s'il faut, en boutique. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est le gaz qui presse la poche. C'est ça. Et ça fait sortir la bière. Voilà. Ouais. Tu m'avais parlé aussi au téléphone, alors ça paraît du bon sens, mais ça n'existe pas toujours, même dans les grosses surfaces et tout ça, des cartons par exemple. Oui, alors les cartons c'est pareil, je considère que je manipule beaucoup de cartons, que ça soit des bouteilles de 33 ou de 75, et donc c'est des cartons qui sont quand même des formats standards, réutilisables très facilement, et donc par définition, je les jette pas. Enfin, je les mets pas dans la filière de recyclage au ramassage classique. Ouais, c'est ça. Je les laisse pour les clients. Oui. Quand ils font des achats, ils peuvent emporter. Et j'ai des brasseurs ou d'autres commerçants, ils ont besoin de cartons, ils viennent chercher. Je dis aux gens, si vous avez besoin pour un déménagement, voilà. Et donc, en fait, tout ce qui est cartons qui sont réutilisables, je les jette pas. Oui. Cartons non réutilisables, c'est par exemple un carton de verre. Alors tu vas me dire que ça peut être réutilisé, mais c'est quand même compliqué, un carton de verre, de l'utiliser si c'est pas pour le verre adéquat, etc. Donc ça je compacte et puis ça je jette parce que c'est beaucoup plus compliqué et je peux pas conserver des tonnes de cartons de verre. De toute façon, c'est pas ce que je vends le plus non plus, mais voilà. Et après tu as des cartons qui sont pas du tout utilisés parce que c'est plat. Enfin, pour l'alimentaire, c'est très plat et puis ça n'a aucun intérêt de garder un carton comme ça, quoi. Ouais, ok. Enfin, c'est juste du bon sens, quoi. C'est du bon sens, c'est une éthique de travail, donc j'essaye de recycler ou de faire réutiliser ce qui est possible de réutiliser. Ouais, il y a d'autres choses mises en place ou pas forcément? Non, c'est alors c'est déjà pas mal. Ou en tout cas, comme ça me vient pas, mais je le fais assez naturellement, donc. Enfin voilà, c'est juste parce qu'on parlait d'écologie. L'éthique, elle est l'éthique du magasin, elle est celle-là, c'est-à-dire on ne jette pas ce qui peut être réutilisé. C'est ça. C'est juste ça. Et donc après, c'est vrai qu'il y a il y a quand même beaucoup de bouteilles qui partent directement dans la filière verre, broyées, recyclées, etc. Parce que ce genre de bouteille n'est pas consigné et puis on peut rien en faire sauf faire des pots de fleurs ou cisailler au diamant, puis faire un pot de crayon, mais tu vas pas avoir 10 pots de crayon chez toi, quoi. Donc il y a un moment. Et puis en plus, c'est toujours comme ça que tu pètes le verre. Oui, c'est ça. Mais donc tu peux toujours faire des petites lampes, mais il y a un moment, ça a ses limites. Et je manipule moi trop de bouteilles déjà pour tout récupérer. Et puis, c'est pas que ça n'a plus de sens, c'est que ça devient une logistique que moi je peux pas gérer dans une aussi petite boutique, en fait. Bah oui, c'est normal. Eh ben écoute, on arrive de nouveau au fameux jeu. Okay. Donc ça va me permettre de lancer mon petit jingle et de revenir juste après. Ça marche. Allez, on vous retrouve juste après.
Alors, je t'ai réservé le bon vieux jeu du tu préfères, c'était grand classique. Alors évidemment, ce sera des questions absurdes, hein, comme toujours. Hein. Tu préfères un client dans ton magasin qui essaye de t'expliquer le nouveau style à la mode ou un restaurateur qui veut mettre de la pils de l'entrée au dessert? C'est aussi absurde l'un que l'autre. Non, du coup, je préférerais le premier parce que je peux toujours aller chercher une info que je connais pas. Ah oui, c'est vrai. Tandis qu'un restaurateur qui va me demander de la pils, je vais lui vendre de la pils et puis c'est tout, quoi. Enfin, du coup, moi, individuellement et égoïstement parlant, ça m'apporte rien. Donc, et c'est vrai que le premier a l'air un peu plus embêtant comme ça à discuter d'un truc, voilà. Mais il peut peut-être m'apporter un nom de brasserie ou un mot-clé qui va m'intéresser. Je vais faire une recherche derrière, quoi. On apprend toujours de l'échange. C'est ça. Ouais. Tu préfères boire une gueuse à la bouteille ou à la paille? Waouh. Alors déjà, les gueuses, c'est pas mon style favori. À la bouteille. À la bouteille. C'est toujours aussi absurde. Je m'en rends compte à chaque fois que je le propose. Alors, tu préfères... alors là, ça peut être encore d'actualité, mais tu préfères ne plus avoir le goût ou l'odorat? Les deux sont intimement liés, justement, oui. dans l'écriture de formation, justement. Je parle des 5 sens. Les 5 sens sont liés à la dégustation, même l'oreille. Je parle de l'oreille. Pour avoir, chopé le Covid il y a 2 ans, j'ai perdu l'odorat et le goût. Donc en même temps, ça a duré que 3 jours. J'étais assez malheureux pendant ces 3 jours-là. Ouais. Je pense que je préférais... perdre l'odorat, même si c'est le sens dominant, parce que le goût apporte également des textures et des sensations en bouche. Donc je préfère perdre l'odorat que le goût. On va essayer de garder les deux. Hein, on va essayer de garder les deux. On est vraiment embêtés quand on n'a plus ça. Tu préfères le faux goût de carton mouillé ou l'odeur de fromage? Non, carton mouillé. Alors, juste pour expliquer, carton mouillé, c'est plutôt sur de l'oxydation, donc dû à l'oxygène. Et l'odeur du fromage, c'est l'acide isovalérique, si je ne me trompe pas. Ça peut être lié à certaines dégradations de houblon. C'est ça. Houblon, mal stocké ou mal vieilli. Alors là... sur la dernière, j'ai mis un petit smiley qui rigole, évidemment. Tu préfères la France ou la Belgique? Question piège. T'es pas obligé de répondre. Je suis en Belgique. Est-ce que les portes sont fermées à clé? Je ne sais pas encore. Ne réponds pas, on se taquine. On va dire que la Belgique est mon pays d'adoption sur la bière. T'es commerçant, toi, non? J'essaye. J'apprends. Ah là là. Eh ben écoute, voilà, c'est la fin du petit jeu et également du podcast. Je remarque en regardant le temps qu'on a bien fait de scinder les deux parce que on serait à presque 2 heures de podcast. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'ai une dernière question. Dis-moi. Pourquoi Karech? Ah ben alors là, ça c'est... C'est du off? Non, pas du tout. C'est un surnom, en fait. Alors, c'est du wallon. C'est un surnom que j'ai depuis... j'essaie de me rappeler, mais certainement plus de 20 ans. Et en fait, ça va faire rire ceux qui le comprennent, mais souvent, quand on dit ça va Karech, ça veut dire que ça va super bien, c'est génial. Ça marche. Et donc, je disais ça à longueur de temps, et pour finir, c'est venu comme un surnom. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, voilà pourquoi très bien. c'est complètement ridicule, mais c'est resté. Et il y a bien souvent des personnes que je croise dans la rue, enfin, dans la rue, pas n'importe où, mais dans mon village ou dans ma ville, qui me connaissent sous le surnom de Karech, mais qui ne sauraient pas dire mon prénom. Donc parfois, ça fait un peu bizarre d'entendre mon prénom. Écoute, je voudrais tout simplement te remercier. Vincent, donc je rappelle, le patron du magasin Le Houblon Gourmand.
d'être venu jusqu'à moi et d'avoir partagé ton expertise dans ce podcast. N'hésitez pas à aller lui rendre visite quand vous êtes du côté de Lille. Vous pouvez lui dire que vous faites partie de la bière patrie. Il saura de quoi on parle. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, merci de ton accueil, de l'échange. J'avais peur d'un jeu plus taquin que ça. Voilà, j'avais un peu préparé parce que j'avais écouté les autres podcasts, mais ça s'est très bien passé. Mais j'avais aucun doute là-dessus. Voilà, il n'y a pas de stress. C'est toujours un plaisir de partager une bière avec toi. Donc, avec plaisir. Je retourne. C'est toujours un plaisir aussi. Vous pouvez évidemment vous abonner aux différents réseaux sociaux du Houblon Gourmand et de la bière patrie. Vous pourrez aussi nous retrouver sur YouTube. Alors laissez-moi un tout petit peu de temps pour le montage parce que le premier montage m'a pris, alors je vais pas vous mentir, il m'a pris entre 5 et 6 heures, donc laissez-moi un tout petit peu de temps que je monte tout ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés, j'espère à très bientôt tout le monde, et surtout rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé.